Alors la journée d'aujourd'hui, eh bien, on a voulu ouvrir très grand angle hein, sur la RSE et un phénomène de société. Donc c'est vrai qu'on est en plein changement de logique économique. On vit actuellement, vous ne le savez peut-être pas, mais on vit un changement, hein, une période de changement qui se produit que tous les 500 ans et qu'on peut résumer sous forme d'une question, c'est qu'est-ce qui nous arrive? Alors pour y répondre, on a demandé à notre expert qui se qualifie volontiers comme un chercheur pratique. Il est physicien, philosophe et prospectiviste. Et je vous remercie d'accueillir Marc Alévi. Merci. Bonjour, vous allez bien? Oui. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est pas une bonne question, ça? Hein? Vous avez remarqué que ça change quand même pas mal, non? Ces dernières années, dernières dizaines d'années. Alors, c'est quoi cette turbulence? C'est quoi tout ce tumulte? Est-ce que ça a une logique ou ça n'en a pas? Est-ce qu'il faut faire le gros dos et se dire, bon, ben, ça ira mieux demain, si ça passe, tant mieux? Ou bien est-ce qu'on essaye de voir s'il n'y a pas une logique derrière tout ça et essayer de la comprendre pour non pas subir l'avenir, mais le construire? Ça vous va comme idée? On fait ça alors? Bon. Qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, il nous arrive ça. C'est clair, non? Voilà, je vous remercie de votre attention. Ça, c'est donc un petit dessin qui veut montrer ce que c'est qu'une bifurcation. Thème, à mon avis, qui ne doit pas vous être très familier, qui vient de ma spécialité à moi, la physique des processus complexes. C'est quoi une bifurcation? Vous allez comprendre très très vite, mais j'ai besoin de votre aide. Qui ici a au moins un enfant? Ah ben ça se reproduit bien dans le monde de l'assurance. Bravo! Alors essayez mentalement de vous souvenir la naissance de votre premier enfant. Moment inouï, non? Ça y est, vous y êtes? Eh bien, à la naissance de votre premier enfant, c'est extrêmement clair. Il y a la vie avant et la vie après. Et c'est pas la même. Oui ou non? Eh ben voilà, c'est une bifurcation. Une bifurcation, c'est très simple en fait, c'est un processus, votre vie par exemple, c'est un processus qui à un moment donné, pour une raison quelconque, est obligé de changer radicalement sa logique de fonctionnement. C'est bien ce qui est arrivé le jour où votre premier enfant est né. Eh bien, l'hypothèse qui sous-tend le modèle que je vais développer pour vous aujourd'hui, c'est celle-là. C'est que nous sommes en train de vivre une bifurcation dans le grand système socio-économique humain. On est en train de changer de logique. Voilà, ça c'est le thème. Et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, quand il y a bifurcation, ça veut dire qu'il y a une logique d'avant, mais ça va, ça on la connaît, on est dedans tous les jours, ça va bien. Et puis qu'il va y avoir une logique d'après. Mais comme je viens du monde scientifique, on a quand même on a envie de parler de la logique d'après avec un minimum de sérieux et d'objectivité et pas faire de la science-fiction. Alors comment on fait? Alors la seule manière dont on a pu résoudre ce problème, ça va vous paraître paradoxal, mais c'est d'aller voir les historiens. Avec une seule question, est-ce que des bifurcations comme ça, il y en a déjà eu dans le passé ou pas? Si la réponse est non, on est vu, on ne peut rien dire. Si la réponse est oui, alors on a peut-être une chance, en étudiant le passé, d'aller trouver ce qu'on appelle dans mon jargon des invariants et de les amener à notre époque pour voir ce que ça donne. Bon, on a fait ça. Pendant 3 ans, on a travaillé, nous, une équipe de 3 physiciens, on a travaillé avec des historiens. Je ne vous dis pas l'aventure humaine. Parce que ça ne fonctionne pas de la même manière, un physicien, un historien, c'est pas le même mode d'emploi, c'est pas le même vocabulaire, c'est pas les mêmes références, c'est pas du tout les mêmes grilles de lecture, d'où enrichissement colossal, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils nous ont raconté, nos historiens, là? Eh bien, ils nous ont dit que des bifurcations comme ça, il y en avait régulièrement dans l'histoire de l'humanité. Il n'y avait pas que des bifurcations, mais il y avait aussi des bifurcations. Bien. Et ils ont un nom pour ça. Et on parle de bifurcation ou de mutation paradigmatique. Alors ça veut dire quoi? Ben c'est lié au mot paradigme. Qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Vous allez comprendre immédiatement. Un paradigme d'un système socio-économique, ce sont les fondamentaux, souvent informulés d'ailleurs, qui font qu'on vit d'une certaine manière plutôt que d'une autre.
Si je devais dire quel est le paradigme ambiant aujourd'hui dans la France aujourd'hui, ben, il y a des mots-clés qui sortiraient. C'est république, c'est droits de l'homme, c'est démocratie, c'est économie semi-libérale. Enfin, il y a toute une série de mots-clés comme ça qui pourraient nous faire comprendre assez rapidement dans quel monde on vit. Essayez d'imaginer 3 secondes. Comment vivait Du Guesclin au Moyen-Âge ou comment vivait Socrate dans l'Athène antique, ben, il est clair que ce n'est pas du tout le même paradigme. Ce n'est pas du tout les mêmes règles du jeu. Hein. Donc, autrement dit, les historiens nous disent ben, les paradigmes, ils se suivent. Il y a une succession de paradigmes qui construit l'histoire. Et là où on a été un peu surpris, c'est que la durée de vie, ça tu l'as rappelé là tout de suite, la durée de vie d'un paradigme est à peu près constante. C'est à peu près 550 ans en moyenne. En moyenne, hein, c'est pas de l'horlogerie suisse non plus. Hein, il y a des marges d'erreur de plus ou moins 50 années sans aucun problème. Enfin, en gros, c'est à peu près ça. L'autre chose qui est intéressante, c'est quand on regarde, et on l'a fait, l'évolution de l'histoire européenne, chinoise et indienne, pour prendre les 3 grands pôles civilisationnels encore actifs aujourd'hui, eh ben, on trouve la même durée de vie de paradigme de 550 ans, et en plus, consternation, ils sont en phase, ils sont synchrones. Pourquoi? J'en sais rien. Donc voilà, regardez ce que ça donne pour l'histoire européenne. Si on considère qu'aujourd'hui, on est bien dans une mutation, dans une bifurcation, retournez 550 ans en arrière, vous arrivez à la Renaissance. La Renaissance, c'est une colossale bifurcation. On passe de la féodalité à la modernité. 550 ans avant, c'est la fin de l'empire chrétien germanique. C'est le rêve carolingien qui s'effondre en 921 avec le dernier carolingien et qui lui-même avait démarré sa carrière avec une autre bifurcation colossale, 550 ans avant, qui est la fin de l'Empire romain, la chute de l'Empire romain. Et 550 ans avant, là, c'est le drame de ma vie. J'en dors très très mal. Je suis philosophe, comme on l'a rappelé. Et donc, imaginez ça. Des crétins dans la Légion romaine qui envahissent les cités grecques et qui ramènent à zéro toute la civilisation grecque. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent, mes historiens? Ils nous disent, et là, écoutez bien parce qu'on va parler de la vie, de notre vie. Les historiens disent un paradigme, c'est comme n'importe quel organisme vivant. Ça naît, ça grandit, ça atteint la maturité, ça décline et ça disparaît. Ça s'appelle un cycle de vie. Tout ce qui vit a un cycle de vie. Bien. Deuxième chose que les historiens nous disent, ils disent, regardez vous les hommes, ou regardez les animaux. Quand nous arrivons à l'âge adulte, on commence à fabriquer des enfants, et je pense que vous avez compris le mode d'emploi, la preuve tout à l'heure. Hein. On commence à fabriquer des enfants, pourquoi? Pour que les enfants deviennent adultes quand nous commençons à décliner. Et donc, il y a une espèce de passation de relais, comme ça, d'une génération à l'autre. Quand une génération commence à décliner, l'autre prend la main et assure la continuité. Eh bien, disent les historiens, pour les paradigmes, c'est exactement la même chose. Quand un paradigme commence à décliner, il y a un nouveau paradigme qui commence à émerger et pour prendre le relais. Et ça donne ce dessin-ci. Alors, vous voyez 3 choses sur ce petit graphique. 1, vous voyez une courbe rouge déclinante. Ça, c'est l'ancien paradigme qui est en train de décliner tranquillement et qui va disparaître gentiment. C'est le paradigme qui est né à la Renaissance et qui est encore largement dominant, qui est encore dominant pour l'instant. Premier élément. Elle est en rouge. Pourquoi cette courbe? Parce que feu rouge, ça s'arrête. L'autre élément, c'est la courbe verte qui est montante. La courbe verte, c'est le nouveau paradigme qui émerge un petit peu à la fois et qui va progressivement prendre le relais de l'ancien paradigme. Ça va toujours? Et puis vous voyez le troisième élément, c'est le cercle bleuâtre là. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la zone de grande turbulence. Alors pourquoi y a-t-il turbulence? Parce que avec vos enfants, vous aurez des conflits de génération. Parce que quand une nouvelle génération monte en puissance et prend les rênes, eh bien, il y a forcément un conflit du plus ancien qui dit « Écoute, fais pas ces conneries-là, je les ai faites avant toi, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire ou pas », et l'autre qui dit « Laisse-moi faire mes conneries, on n'est plus dans le même monde ».
Et donc forcément, il y a un antagonisme entre ceux qui déclinent et ceux qui montent en puissance. Et ça, c'est vrai dans toute la vie, dans toutes les formes de vie, bien y compris pour les paradigmes. Donc il y a conflit entre les deux paradigmes. J'ai essayé d'expliquer ça un tout petit peu mieux en me référant à ce que nous vivons aujourd'hui et en allant voir ce qui s'est passé à la Renaissance. Mais avant de ça, imaginons qu'à 2, 3 ici, on décide ensemble de créer une petite entreprise. Comment on va faire pour gérer cette boutique-là? C'est simple. Tous les matins, on va se retrouver à 7h30, on va boire un café ensemble, on va discuter de ce qui s'est passé la veille et on va se répartir les tâches, résoudre les problèmes, réfléchir ensemble. Voilà. On n'a pas besoin de plus pour fonctionner. C'est une toute petite boîte. Mais on comprend bien que si cette boîte commence à grandir, à un moment donné, on va atteindre une taille critique et il ne sera plus possible de régler tous les problèmes par ajustement mutuel le matin autour d'une tasse de café. Il va bien falloir injecter à ce moment-là ce que dans mon jargon, encore une fois, on appelle des sous-systèmes de régulation. Autrement dit, des systèmes de management. Il va falloir commencer à répartir les rôles, les pouvoirs de décision. On va commencer à utiliser des outils du genre budget, du genre planning, etc., etc., etc. Parce que l'ajustement mutuel ne pourra plus fonctionner longtemps. C'est toujours OK ? Eh bien, pour les paradigmes, c'est exactement la même chose. Une fois qu'un nouveau paradigme est en train de monter en puissance, il va générer lui-même ses propres sous-systèmes de régulation pour assurer sa propre pérennité. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle des institutions de pouvoir. Donc, autrement dit, un paradigme engendre des institutions de pouvoir pour assurer sa pérennité et assurer sa régulation globale. Alors, c'est quoi ces institutions de pouvoir? Elles sont toutes nées, en ce qui nous concerne, entre 1500 et 1550. Là, je vais être très rapide pour ne pas perdre trop de temps, mais c'est à ce moment-là où naît l'État central, c'est à ce moment-là où naissent les institutions boursières, c'est à ce moment-là où naissent les institutions bancaires, c'est à ce moment-là où naissent appelons ça les syndicats patronaux, à l'époque on appelait ça les jurandes ou les maîtres des métiers. On voit apparaître les corporations qui sont les ancêtres des associations ouvrières et des syndicats ouvriers ou salariés aujourd'hui. Donc toutes ces institutions, y compris la presse, naissent entre 1500 et 1550. Et c'est toujours aujourd'hui ces mêmes institutions qui sont les agents régulateurs du paradigme dans lequel nous vivons. Ils ont changé de nom, ils ont changé de modalité, mais sur le fond c'est toujours la même chose. Maintenant, mettez-vous à la place d'une institution de pouvoir dont la mission est de garantir la pérennité du paradigme qui les a engendrés. Et regardez l'allure de la courbe rouge qui est là. Comment on fait pour assurer la pérennité d'un truc qui se casse la gueule? Eh bien, il y a une méthode largement utilisée par les médias et les institutions politiques, c'est ce qu'on appelle le déni de réalité. Et le déni de réalité, c'est non, 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 non. Ça ne change pas. On a des soucis, oui. Mais vous allez voir, ça va aller. Tout va revenir comme avant. Et on ne va rien changer, ou très peu. Et vous allez voir, on ne peut rien remettre en cause. Il ne faut surtout pas changer les règles du jeu, il ne faut surtout pas changer les structures. C'est que jamais qu'un petit mauvais moment va passer, vous allez voir, après tout va redevenir correct. Et vous qui êtes dans la réalité économique, qui tous les jours vivez la réalité du monde, donc vous êtes sur la courbe verte, vous savez très bien que ça ne marche pas. Et vous savez très bien que tout a changé. Et vous savez très bien que les règles du jeu doivent changer. Et comme j'ai cru comprendre que vous aimiez faire des enfants, nécessairement un jour ou l'autre, ils vont à l'école. Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas l'impression que les systèmes éducatifs sont complètement à côté de la plaque par rapport à la réalité du monde? Oui ou non? Eh bien alors, c'est vrai pour tout le reste. C'est vrai pour tout le reste. D'un côté, il y a des systèmes de régulation qui sont hors sol, de droite, de gauche ou d'ailleurs. Ce n'est pas du tout un problème idéologique. Ces systèmes de régulation qui sont hors sol, qui continuent à vouloir assurer absolument leur propre pérennité, leur propre fonds de commerce. Et en face, il y a la réalité du monde qui évolue à une vitesse folle et qui nous oblige, nous, tous les jours, dans la vraie société, dans le vrai monde, à évoluer à très très grande vitesse. Donc manifestement, divorce entre d'un côté la société civile et d'autre part les institutions de pouvoir, qu'ils soient pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir représentatif ou peu importe. Ça vous va? Donc la grande turbulence, on est dedans. Et ce qu'on appelle la crise ou les crises, ce ne sont jamais que les manifestations de cette grande turbulence liée à l'antagonisme de ces deux logiques qui sont, par définition, en opposition l'une par rapport à l'autre. Ça vous va? Bon, maintenant, il va falloir qu'on regarde un tout petit peu plus près
C'est quoi la nature de ces antagonismes? C'est quoi les ruptures que nous vivons? S'il y a bifurcation, ça veut dire que la logique d'avant ne peut plus fonctionner et qu'une nouvelle doit la remplacer. Vous êtes avec moi? C'est quoi ces ruptures? Alors là, je vous passe le détail, évidemment, du théorique. Hein, on va directement aller à l'application. C'est que pour pouvoir analyser une bifurcation, il faut analyser 5 dimensions. Voilà. Ah ben on va les regarder tranquillement et on va voir ce qui se passe. Alors, première dimension, eh ben, ce sera la dimension de la relation entre le système humain et le système extérieur à l'homme, c'est-à-dire la nature. Bref, autrement dit, on va regarder la révolution écologique. Écologique au sens scientifique, hein. Je ne parle pas de la militance idéologique des écolos, ça c'est un autre débat. Moi je vous parle de la relation entre l'homme et son environnement, qui a un impact colossal sur l'évolution de l'économie. Alors essayons de regarder ça. Qu'est-ce que c'est l'économie? C'est la rencontre d'une offre et d'une demande. Ça vous va? C'est pas très précis comme définition, mais c'est efficace. Ça vous va? Comment va évoluer la demande? Comment va évoluer l'offre? Comment va évoluer la demande d'abord? Ben là, c'est relativement du bon sens paysan. Plus il y a d'êtres humains sur Terre, plus il y a de besoins, plus il y a de besoins, plus il y a de demandes. On est d'accord? Bon sens. Comment évolue l'offre maintenant? Ben pour pouvoir offrir, il faut fabriquer. Pour fabriquer, il faut les ressources nécessaires pour fabriquer. Donc la capacité d'offre est corrélée à la capacité de ressources. Vous êtes toujours OK? Bon, ben on va regarder les deux. Comment évolue la demande? Elle évolue comme la démographie humaine, c'est-à-dire comme ça. Moi qui suis un mathématicien de haut vol, je peux vous assurer que ceci s'appelle en mathématiques une exponentielle vachement croissante. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un décollage de courbe. Hein, c'était gentiment croissant jusqu'à peu près le 19e siècle. Il faut savoir qu'à l'époque de la naissance du petit Jésus, on était 100 millions sur Terre. Hein. C'est pas des masses, hein, 100 millions. Et donc, on est arrivé au premier milliard en 1800, 1,7 milliard en 1900. On a monté à 6 milliards en 2000. Aujourd'hui, on est un peu en dessous de 7 milliards et demi et on dépassera les 10 milliards en 2050. Waouh! C'est pas rien quand même. Et quand on voit cette courbe-là, on se dit, moi qui suis assureur, au niveau actuariel, c'est bien. J'ai un échantillonnage représentatif qui augmente, donc c'est d'autant plus précis. Hein. Cela étant dit, il y a un autre langage qui est plus embêtant, c'est que certains économistes pas très malins, et c'est parfois pléonastique, regardent ça et disent regardez la croissance, la croissance, la croissance. Ça va être formidable. Les marchés augmentent de manière incroyable. La demande augmente. On est donc porté par une vague de croissance économique. OK, à une condition. C'est qu'on ait la capacité de ressources nécessaires pour pouvoir produire ce qu'il faut. Et là, on déchante un peu. On déchante un peu parce que, et là encore, je n'ai pas le temps malheureusement de rentrer dans tous les détails, je voudrais juste vous dire ceci, qui est du bon sens paysan. Les ressources, il y en a deux types, les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. Ça va? J'ai une bonne nouvelle. Les ressources renouvelables se renouvellent. J'ai une moins bonne nouvelle, c'est que les ressources non renouvelables, elles s'épuisent au fur et à mesure où on puise dans les réservoirs. Et qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que les ressources renouvelables couvrent un peu moins de 17% des besoins réels de l'humanité et dépasseront jamais 20% des besoins d'aujourd'hui de l'humanité. Donc, autrement dit, il faut prendre les choses bien en face, avec beaucoup de lucidité. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui beaucoup trop sur Terre. Et que très clairement, le jour où tous les réservoirs de ressources non renouvelables seront au niveau zéro, et qu'on devra tous se satisfaire des ressources renouvelables qui restent pour fonctionner globalement ensemble sur cette Terre, eh ben, il faudra qu'on sera moins de 2 milliards. Donc aujourd'hui, on est 5 milliards et demi de trop, et en 2050, on sera 8 milliards de trop. Est-ce que c'est un problème? C'est pas de l'ironie que je fais, c'est encore moins du cynisme. Ça dépend de l'échelle de temps. Si on me dit on doit être à 2 milliards, mais qu'on a 10 000 ans pour le faire, on peut organiser un atterrissage en douceur. Si c'est demain matin, là on est quand même mal. Donc c'est ni l'un ni l'autre, mais on n'a quand même pas beaucoup de temps. En gros, il faudrait qu'on soit aux alentours de 2 milliards dans 150 à 200 ans. Donc ça nous laisse du temps, mais pas beaucoup. Bien. Alors,
on va quand même aller un petit peu plus loin maintenant. Si vous voulez bien essayer de vous figurer ça mentalement, la demande est une exponentielle croissante. On est OK? C'est la démographie. En revanche, la capacité de ressources est une courbe décroissante. On est toujours d'accord? Une courbe croissante et une courbe décroissante sur le même graphique, miracle mathématique, ça se croise en un point. Ouais! Elle n'est pas belle la vie? Et donc, ce point est très important. Ça s'appelle en anglais le peak point. Le peak of everything. Le peak, ça veut simplement dire que cet endroit de croisement, ce qu'il y a avant, c'est une situation où la demande est toujours supérieure à l'offre. Et une fois qu'on a passé le point, ça s'est inversé, c'est une situation où l'offre est définitivement inférieure à la demande. Ça vous va? C'est quand ce peak point? Eh bien, c'est d'autant plus facile à prévoir que c'est passé. Donc en gros, c'était aux alentours de l'an 2000. Alors, je vous passe les querelles d'experts selon les hypothèses, modèles, etc., etc. Certains vous diront, mais non, c'était déjà bien avant. Il y en a d'autres qui vous diront, mais non, pas du tout. C'est certainement pas avant 2070. Je vais vous dire, on est entre amis, on peut le dire. Je m'en tape, et vous ne pouvez pas savoir. À l'échelle de l'humanité, une erreur de 50 ans ou de 70 ans, c'est juste rien. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, on est dedans. On est déjà dans cette logique-là et qu'on est dans le basculement d'une logique d'abondance à une logique de pénurie. Ça vous va, ça? Alors, pénurie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien dans les rayons de votre Carrefour ou de votre Auchan préféré, hein? Et c'est ça, d'ailleurs, la difficulté pédagogique de faire comprendre ça à nos contemporains. Quand on leur parle de pénurie, ils disent « Mais non, c'est pas vrai, regarde, je vais dans ma grande surface, j'ai tout ce que je veux au même prix, sauf du beurre, pour l'instant. J'ai tout ce que je veux pour le même prix et sans aucun problème. Où tu vas la voir, ta pénurie? Il n'y a pas pénurie. » Oui, parce qu'on se trompe sur le mot pénurie. Pénurie, ça veut juste dire que l'évolution de la demande est définitivement supérieure à l'évolution de l'offre. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire du tout que le grand magasin, il est vide. Bon. Alors, allons-y. On est donc en train de basculer dans une logique de pénurie. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour construire la courbe verte? La courbe rouge est en rupture sur la logique d'abondance. On est dans une logique de pénurie. Qu'est-ce que notre courbe verte va pouvoir inventer pour assumer cette logique de pénurie? Ben, premier mot-clé de la courbe verte, c'est le mot frugalité. C'est un joli mot, frugalité. Hein, c'est lié aux fruits en latin. Et frugalité, vous avez vu, j'ai même mis joyeuse. Il n'y a aucune raison de considérer que la notion de frugalité doit être absolument triste et en souffrance. Qu'est-ce que c'est la frugalité? Ma proposition de définition, c'est dans tout ce que vous faites, faites mieux mais moins. Ça vous va? Moins, c'est quantitativement moins. Mieux, c'est qualitativement mieux. Ça vous va, ça? Je vous donne juste un exemple. Travaillez mieux mais moins. Ça vous va? Donc, à la place des 45 heures que vous faites toutes les semaines, vous n'en faites par exemple plus que 44. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'arrêter de faire des choses qui ne servent à rien. Et je peux vous assurer que si vous faites l'exercice, vous allez très vite voir que vos agendas sont bourrés d'activités qui ne produisent aucune valeur d'usage. Mais alors là, aucune de chez aucune. Voilà, chasse au gaspillage, c'est là que ça commence. Travaillez moins mais mieux. Communiquez moins mais mieux, ça vous va? Combien de SMS, virgule, de courriel, virgule, de coups de téléphone recevez-vous tous les jours qui ne servent strictement à rien? Mais que vous êtes quand même obligé de lire ou d'écouter pour savoir qu'ils ne servent à rien. En moyenne, on mesure que 90% des communications sont inutiles. Et qu'il y a seulement 10 à 15% de la communication qui est vraiment productrice d'utilité. C'est pas ça que vous faites, c'est pas ça que je fais. Enfin, si moi je le fais parce que je n'ai pas de portable, donc c'est déjà un point gagné. Hein, mais c'est pas ça qu'on fait. On est dans un monde où la quantité de communication nous fait croire qu'on communique mieux. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Des exemples comme ça, on peut en trouver des milliers. Faites-moi confiance. Deuxième rupture, bah c'est celle-là. Vous voyez la petite dame en bleu, là? Hein? Vous voyez qui c'est? La femme la plus dangereuse du monde. Celui qui a gagné à sa place, c'est un comique à côté d'elle. C'est un comique, d'ailleurs.
Cette dame-là, Hillary Clinton, elle était là pendant sa campagne électorale. Et vous voyez qu'il y a quelque chose de fabuleux sur cette photo. Vous voyez en fait des tas de gens qui lui tournent le dos pour faire un selfie avec elle. D'abord, c'est grossier. Tourner le dos à quelqu'un. Moi, j'aimerais pas que vous me tourniez le dos, là, par exemple. Hein? Ce qui est d'autant plus... Donc, autrement dit, c'est la technologie qui a permis ce genre de développement à la mode du selfie. Mais là où ça devient très drôle, c'est que ça, c'est la résultante d'une demande d'Hillary Clinton, qui dit « Allez, tournez-vous et faites un selfie avec moi. » Et vous balancez tout ça sur Instagram. Ça fait un buzz sur le réseau. Et donc, elle profite, si vous voulez, d'un nombre de photos complètement débiles qui ne servent strictement à rien, mais elle profite d'un grand nombre pour pouvoir faire un pic sur l'utilisation de la toile. Hein? Et donc, on voit bien, à travers cette photo, et c'est là où j'en viens de manière un peu plus sérieuse, c'est que la révolution numérique que nous vivons est quelque chose qui change complètement notre relation à l'autre, notre relation au monde, notre relation au temps, notre relation à l'espace. Alors, moi je vous dis très très clairement, je trouve que cette révolution numérique qui est en cours aujourd'hui, qui n'est qu'à ses débuts aujourd'hui, est quelque chose qui ouvre des perspectives colossales. Vous savez, moi je vis dans une ferme perdue au fin fond du Morvan. C'est miraculeux de se dire qu'en m'asseyant à mon bureau, en quelques clics, je peux importer à peu près n'importe quel texte de n'importe quel philosophe dans n'importe quelle langue et de n'importe quelle époque. C'est dingue. C'est juste dingue. Donc c'est fabuleux. Donc ne faites pas un procès de technophobie. C'est pas du tout ça. Mais c'est pas parce qu'on aime une technologie qu'il faut nécessairement s'aveugler et refuser de voir les dangers. Et c'est ça, bien sûr, dont j'aimerais vous parler 3 minutes. C'est les dangers de la révolution numérique qui est mal gérée. Essayez d'imaginer ça, un monde où finalement, vous n'avez même plus besoin de chercher la réponse, elle est offerte immédiatement. Et chercher la réponse à quoi? À une question que vous n'avez même plus besoin de vous poser. Elle vient toute seule. Vous êtes hyper connecté et l'algorithme pense à votre place et vous fournit, avant même que vous n'en ayez besoin, toutes les questions et toutes les réponses dont vous pourriez imaginer. Je rêve là? Je dis des bêtises là? C'est bien ce qui nous arrive. Alors il y a un bon usage du numérique, mais il y a un mauvais usage du numérique. Et le mauvais usage du numérique, et en gros, et je le dis très très clairement, c'est essentiellement le moteur de ce mauvais usage, ce sont les GAFA, hein, en Californie. Donc vous savez qui c'est GAFA, hein? C'est Google, Apple, Facebook et Amazon. Bon, c'est les GAFA et quelques autres sont des délirants. Ils veulent mettre la main sur le fonctionnement du monde entier et nous amener, nous, à être les esclaves du système pour notre plus grand bonheur à nous. Surtout, ne vous réveillez pas. On s'occupe de tout. Ça s'appelle la crétinisation de l'humanité. Et donc ça, c'est un danger colossal. Ce danger, il est là. Il est matérialisé, par exemple, par la montée en puissance de l'audiovisuel qui met le cerveau en mode passif face au mode textuel qui, au contraire, met le cerveau en mode superactif. Donc, à force de plus penser, ben, on ne pense plus. Donc, il y a là un danger colossal. Alors, je vous répète, je suis un aficionado de la révolution numérique, mais pas à n'importe quel prix. Nous sommes en train de bifurquer. Clairement, c'est la grande rupture de la courbe rouge. On sort de toutes les technologies mécaniques et on rentre dans des technologies numériques dont je veux bien vous dire le plus grand bien. Mais je ne veux pas en nier les dangers. Ce danger de crétinisation, il est énorme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième mot-clé. Le deuxième mot-clé, je voudrais vous proposer sous la courbe verte la notion d'intelligence technologique. Ça veut dire quoi? Oh, une chose toute simple. La technologie doit rester l'esclave de l'homme. L'homme ne peut jamais devenir l'esclave de la technologie. Ça paraît clair, n'est-ce pas? Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu esclave de votre téléphone portable? Est-ce que vous ne commencez pas à le devenir un peu? Est-ce que vous parvenez à ne pas l'ouvrir pendant 48 heures non-stop? Ah, vous faites moins de votre malin quand même. Donc voilà, méfiez-vous de ça. Restez maître de la technologie. Ce n'est pas parce qu'il y a un gadget qui sort sur le marché qu'il faut se précipiter pour aller l'acheter. On ne prend de la technologie que ce qui est vraiment utile pour soi.
et on laisse le reste dans le magasin. Donc tout ça pour dire qu'il faut développer une intelligence technologique et sortir de l'infantilisation qui est la nôtre aujourd'hui, parce qu'on est au tout début du numérique et qu'on n'a pas encore atteint la maturité qu'il faut. Ben, il faut l'atteindre et vite. Troisième rupture, celle-là, elle est liée à nos modes d'organisation. Alors, quel est le mode d'organisation dominant depuis des milliers d'années dans toutes les organisations humaines? Montrez-moi avec vos mains comment on peut représenter ça. Voilà, un beau dessin. Hein? On est bien d'accord? Hein? On est bien dans une organisation de type hiérarchique pyramidal. C'est le modèle organisationnel que les hommes ont en commun avec les vaches. C'est pas une blague. Les sociétés de vaches sont beaucoup plus hiérarchisées encore que les sociétés humaines. Moi qui suis matheux, ben, je représente ça comme ça. Ça s'appelle une arborescence linéaire. Et un bon physicien, quand il voit quelque chose de récurrent comme ça, il se dit « Mais comment ça se fait? C'est pourquoi les hommes ils ont choisi ce modèle-là et pas un autre ?» Ah ben, c'est tout simple, et la réponse est mathématique. Ça, c'est la réponse à une question toute simple. Comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble avec le nombre minimum de relations entre eux? Vous avez bien entendu? Le nombre minimum de relations entre eux. Donc c'est un optimum économique, évidemment. Moins il y a de relations à entretenir, moins ça consomme de temps et d'énergie. Et d'autre part, le gars qui est au-dessus de la pyramide, ou la fille qui est au-dessus de la pyramide, ils savent tous les deux une chose, c'est que plus il y a de transversalité, plus il y a d'emmerdement. Diviser pour régner, ça a toujours été un leitmotiv de tous les dirigeants du monde dans l'histoire. Le problème, c'est que ça, c'est un mode d'organisation qui peut très très bien fonctionner, mais à une condition. C'est que ça fonctionne dans un monde qui a 3 caractéristiques, à savoir, c'est un monde qui doit être tranquille, c'est un monde qui doit être stable, et c'est un monde qui doit être prévisible. Est-ce que c'est le cas de notre monde d'aujourd'hui? Ah ben non, les conditions sont plus remplies. Ça marche très très bien dans un univers tranquille parce que ça fonctionne, mais c'est très lent. Il y en a qui ont fait un service militaire ici, peut-être un jour. Ouais. La voie hiérarchique, ça vous rappelle quelque chose? Hein? Il faut passer par tous les échelons pour faire transiter un message. Donc c'est lent, donc c'est lourd, donc c'est pas rapide, donc c'est pas souple, donc c'est pas agile. Dans un monde de plus en plus complexe comme le nôtre, il faut, et on le répète à l'envi, il faut être souple, agile, rapide, réactif, inventif, etc., etc. Très bien, mais avec une structure comme ça ne marche pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, on va voir les matheux. On dit, bon, et nous, on n'est plus dans les conditions d'applicabilité de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, les matheux, ils ne se démontent jamais quand il y a un problème. Et donc, ils disent, ben, c'est pas compliqué. Tu remplaces le mot minimum par le mot maximum. Comment faire pour relier entre eux tous les éléments d'un ensemble avec le nombre maximum de relations entre eux? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un réseau. C'est ça la définition d'un réseau. Un réseau, c'est une organisation où tout le monde est relié avec tout le monde et tout le monde coopère avec tout le monde et tout le monde échange avec tout le monde. Donc on est bien en train de passer gentiment d'une structure pyramidale vers des structures réticulées, donc en réseau. Cela étant dit, et je pèse mes mots en disant ça, je crois que c'est un des plus grands défis managériaux de notre époque. Parce qu'en mots, c'est facile de dire on passe de la hiérarchie au réseau, mais dans la réalité vécue de tous les jours, c'est incroyablement difficile. Donc voilà, nous n'avons pas bien le choix. Il faut donc que nous passions de modèles d'organisation qui sont des modèles hiérarchiques vers des modèles beaucoup plus complexes où la dose de réseau ne va faire qu'augmenter au fil du temps. Mais ça peut rater. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de fonctionner en réseau et où ça a coincé. Parce que d'abord, il y a des résistances au changement qui sont colossales. Parce qu'on ne s'y est peut-être pas bien pris. Parce que. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête comme mots-clés? Ben, je vous en donne quelques-uns. Sur la courbe verte, on va fonctionner en réseau collaboratif, on n'a pas le choix. Pour ça, il faut avoir un premier mot-clé en tête. Une entreprise, c'est une communauté de vie. Ça, c'est la première idée. Ça fonctionne comme une famille, ça fonctionne comme un village, ça fonctionne comme une tribu. C'est une communauté de vie. Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse y avoir une communauté de vie? Ben, il faut 3 ingrédients essentiels.
Le premier ingrédient essentiel, c'est l'autonomie. Comme vous avez tous fait du grec, vous savez qu'autonomie, ça vient de autos, soi-même, et nomos, qui est la règle, la loi. Donc, autrement dit, l'autonomie, c'est faire soi-même sa propre loi pour ce qu'il y a à faire. Mais l'autonomie n'est pas l'indépendance. Comment voulez-vous faire un réseau fédéré et collaboratif si tout le monde est un indépendant dans son coin qui joue tout seul? C'est pas possible. Donc, autonomie et indépendance, c'est pas du tout la même chose. L'autonomie, c'est je me mets d'accord avec les autres pour un projet commun, et puis, dans mon coin, je suis maître du comment faire les choses pour contribuer au mieux au projet commun que nous avons défini. C'est ça l'autonomie. C'est l'autonomie sur le comment et pas sur le pourquoi. Deuxième idée, c'est subsidiarité. Alors ça, c'est un mot que les juristes ont inventé et qui veut dire un truc tout simple. Un problème local doit être résolu localement par ceux auxquels il s'oppose. C'est simple. En tout cas à dire. Donc, la subsidiarité, si on la pousse trop loin, ça peut arriver à avoir une formule lapidaire qui consiste à dire, mon modèle de management à moi, c'est tu te démerdes, je veux rien savoir. Si on en arrive là, ça ne marche pas non plus, évidemment. Donc c'est pour ça que le troisième mot-clé apparaît tout aussitôt, c'est le mot solidarité. C'est à toi de résoudre ton problème. C'est toi qui es responsable de la résolution de ton problème, mais nous et les copains, on est là. Et si tu as besoin d'un coup de main, pas de problème. Si tu as besoin qu'on te mette en rapport avec quelqu'un qui a déjà connu ce problème par le passé et qui a trouvé des outils pour le résoudre, pas de problème, on fait ça pour toi avec bonheur. Donc vous sentez bien, on est dans un tout autre mode de fonctionnement que le mode de fonctionnement bureaucratique que vous voyez encore sévir autour de nous. Quatrième rupture. La quatrième rupture, elle vient du modèle économique lui-même. Encore une fois, pour le dire vite, le modèle économique encore dominant aujourd'hui vient de la révolution industrielle. Au début du 19e siècle, on voit basculer les modes de production du mode paysan et artisanal vers un mode industriel où les deux mots-clés, c'est masse et prix. La masse, il faut produire beaucoup pour pouvoir assumer les effets d'échelle dont on reparlera dans 2 minutes. Et pour pouvoir produire beaucoup et les écouler, il faut vendre beaucoup. Et pour vendre beaucoup, il faut avoir des prix de revient bas, donc des prix de vente bas, donc des prix de revient bas. Donc on a bien ces deux pédales. D'une part, les effets d'échelle par les effets de taille, d'une part, et d'autre part, les effets de prix par rapport au marché. Ça a été la logique pendant tout le 19e siècle et encore beaucoup plus pendant tout le 20e siècle. Prix, taille. Regardez les classements d'entreprises encore aujourd'hui. Le plus souvent, c'est des classements par taille. C'est les effectifs, c'est le chiffre d'affaires, c'est ça qui fait qu'on est gros. Et on n'est pas visible si on n'est pas gros. Je crois que c'est en train de changer très vite pour l'instant. Donc vous sentez bien qu'on est là dans une logique, mais cette logique, elle a atteint ses limites. Pourquoi? Effet d'échelle. Vous savez ce que c'est que les effets d'échelle? Ça consiste à dire que quand on a des frais fixes, plus on produit, plus l'impact des frais fixes par unité produite est bas. D'accord? Donc on a intérêt à avoir une très grosse capacité de production, et pour ça il faut investir, et pour ça il faut faire entrer des capitaux, et pour ça il faut les rémunérer de manière attractive. Ça s'appelle le capitalisme, et j'ai aucun problème avec ce mot-là. Ok? Ce qui explique pourquoi le modèle industriel du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, est devenu un modèle financiaro-industriel. Ça va toujours? Et on arrive gentiment dans les années 80, milieu des années 80. Et là, il se passe quelque chose, c'est que la puissance de la finance est devenue telle par rapport à l'économie entrepreneuriale que c'est la finance qui a pris la main sur l'économie. Et que la finance, plutôt que d'être au service de l'économie, a rendu l'économie au service d'elle-même. Et là, il y a une bifurcation colossale qui se passe au début des années 90, avec des délires absolument incroyables du point de vue de l'économie spéculative. Je ne sais pas si vous savez ça, mais aujourd'hui, quand il y a 100 transactions sur la toile qui sont des transactions économiques, il y en a 96 qui sont des transactions spéculatives et 4 qui sont des transactions d'économie réelle. C'est juste du délire.
C'est juste du délire, avec en conséquence toutes les bulles que vous pouvez imaginer. Il y en a une belle qui est en train aujourd'hui de bien grossir et qui pèse 200 000 milliards de dollars et qui va nous péter la main à la tête dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Donc, voilà. Premier dérapage, c'est la finance qui prend la main sur l'économie et pas l'inverse. Donc on passe d'un capitalisme entrepreneurial à un capitalisme spéculatif. L'autre chose, les prix. Les prix de revient, baisser les prix, l'obsession du XXe siècle. Encore aujourd'hui, lisez les affiches que vous voyez en ville. Hein. Le prix le plus bas, ça reste toujours l'obsession. Le problème est qu'une fois qu'on a utilisé tous les bons moyens pour baisser les prix de revient, on en arrive, et comme par hasard, c'est à peu près à la même époque, on en arrive à baisser les prix en lésinant sur quelque chose de précieux qui s'appelle la qualité des produits et des services. Et au début des années 90, il y a un personnage en France qui, pour moi, symbolise bien la réaction contre ça, un certain Jean-Pierre Coff. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, hein, qui réagissait contre la baisse de qualité des produits alimentaires en disant « c'est de la merde ». Vous en souvenez de ça? Eh bien, on est bien là dans une réaction intéressante. Parce que moi, elle m'a rappelé là, une phrase que mon grand-père disait quand j'étais gamin. Mon grand-père était paysan. Et il disait « je ne suis pas assez riche pour me payer du bon marché parce que le bon marché finit toujours par coûter trop cher ». Vous avez déjà entendu cette phrase? Elle est extraordinaire de bon sens. C'est pas le prix qu'il faut regarder, c'est la totalité des coûts d'exploitation, de maintenance, de réparation, etc., etc., pendant toute la durée du produit qu'il faut regarder. Pourquoi aujourd'hui, de l'ordre de 30% des familles françaises acceptent de payer de l'ordre de 20% de plus les produits alimentaires juste pour avoir le label bio dont on peut discuter à perte de vue? C'est juste parce que la notion de valeur prend le pas sur la notion de prix. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde se fout du prix, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que le prix reste un élément de décision d'achat, mais que la valeur d'utilité commence à monter en puissance et que la valeur d'utilité aujourd'hui devient un vrai facteur de décision d'achat. Donc voilà, on est en train de basculer, autrement dit, d'une économie de logique de prix vers une logique de valeur de service. Et vous êtes une société de service, donc vous comprenez très bien ce dont je parle. L'effet de taille maintenant. L'effet de taille, là aussi, il y a une belle révolution. Vous vous souvenez des économies d'échelle? Pour pouvoir diminuer l'impact des coûts fixes par unité produite, il faut avoir une grande capacité de production. Vous vous souvenez de ça? Et donc les investissements matériels sont essentiels. En revanche, maintenant, si je suis dans la logique de valeur, et si je veux augmenter la valeur d'utilité pour mon client final du service ou de produit que je fabrique, qu'est-ce que je vais devoir mettre dedans? Acheter plus de machines? Non, ça ne servira à rien. La machine continuera à produire la même chose. Qu'est-ce que je dois injecter? C'est simple. Je dois injecter de la compréhension de mon utilisateur final, de l'intelligence pour répondre à ses besoins, de la créativité pour changer mes méthodes de fabrication, etc., etc. Vous m'avez compris, il faut du talent, il faut de la compétence, il faut du savoir-faire, il faut de l'excellence. Bref, il faut injecter des ressources immatérielles dans nos produits et nos services. C'est ça qui va en faire augmenter la valeur. Et là, j'ai une bonne nouvelle. Sur les ressources immatérielles, il n'y a pas d'effet d'échelle. Vous mettez 20 crétins dans une salle, ça ne fait jamais un prix Nobel. Donc, là, on est en train d'échapper non seulement à la logique de prix bas, qui tue tout le monde, hein, ça lamine les marges d'un tissu incroyable économique dans tous nos pays, et on échappe en même temps à la logique de taille. Et j'en veux pour seule preuve, regardez les cotations boursières, notamment au Nasdaq. Vous avez des toutes petites entreprises de rien du tout qui n'ont même pas encore leurs premiers clients, qui arrivent à des cotations qui sont nettement supérieures à des grands groupes qui ont pignon sur rue depuis longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que la notion de valeur a changé. Avant, c'était la valeur financière, maintenant, c'est la valeur d'intelligence. Supposer, rêver, peu importe. Perception is reality. Hein? Donc, on est bien là dans un changement radical de paradigme, là aussi. Donc, allons-y à la synthèse de ce point. Je suis où? Je suis là. Passage d'une économie de masse et de prix vers une économie, c'est un lapsus,
des intelligences et de la valeur. Des intelligences. Parce qu'il ne faut pas croire que l'intelligence, c'est uniquement l'intelligence conceptuelle et académique. C'est toutes les formes d'intelligence. L'intelligence intuitive, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, ou ce que les compagnons du devoir appellent si joliment l'intelligence des mains. Hein, c'est toutes les formes d'intelligence qui sont aujourd'hui valorisables et doivent être valorisées. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Quatrième point sur la courbe verte. Il faut dans nos entreprises que nous osions la virtuosité. Et vous voyez, ce mot virtuosité, il est beau. Il est beau. Ça veut juste dire quoi, virtuose? Un virtuose, c'est quelqu'un qui fait avec aisance des choses extraordinairement difficiles que les autres ne savent pas faire. Ah tiens, on échappe donc à la loi du prix bas. On échappe donc à la concurrence de type jungle. Imaginez que vous soyez dans un monde où vous, seul, après vous êtes les seuls à pouvoir résoudre valablement des vrais problèmes de risque de la vraie société, des vrais gens dans la vraie société, et que tous les autres sont nuls. Vous croyez vraiment que vous allez avoir un problème de chiffre d'affaires et de marge? Non, évidemment. Quand je suis le seul luthier français à être capable de réparer un Stradivarius, et que quelqu'un débarque dans mon échoppe avec un Stradivarius abîmé, vous croyez vraiment que cette personne va venir discuter avec moi le prix de la réparation et les délais de réparation? Eh bien sûr que non. Je suis maître des prix, je suis maître des délais. Alors, je ne vous demande pas à tous de devenir des luthiers spécialisés en Stradivarius. Entendons-nous bien. Je dis simplement que dans n'importe quelle entreprise, il est essentiel d'injecter de la virtuosité à tous les niveaux. Et ça, moi, je l'ai lu en attendant mon amie Fabienne tout à l'heure, dans une magnifique planche en bois gravé qu'il y a dans la salle d'attente, là. Voilà, c'est une des choses que j'ai lues et qui m'a fait bien plaisir. Mais bien sûr, vous êtes tous perfectibles et vous devez atteindre une meilleure perfection de vous-même, vu que c'est la grande joie de la vie d'atteindre une meilleure perfection de soi. C'était pas mauvais, là, tiens. Oui, j'ai un défaut, c'est que je ne me prends pas très au sérieux, en fait. Bon, ça, vous connaissez ce dessin-là? C'est un croquis lié à une statue de Giacometti. Et cette statue s'appelle « L'homme qui marche ». Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est une question philosophique, et là je prends vraiment ma casquette de philosophe. Et la question philosophique, mais qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin? Ou pour aller plus loin encore, Albert Camus, vous voyez ce grand monsieur? Albert Camus qui disait un jour très sérieusement, et il avait raison, la seule vraie question philosophique est celle du suicide. Pourquoi est-ce que je décide de vivre? Quelle est la bonne raison que je me donne de continuer à vivre? Voilà, c'est ça Giacometti, l'homme qui marche. Qu'est-ce qui vous fait marcher? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Qu'est-ce qui fait que vous avez gâché votre déjeuner pour venir écouter quelqu'un? J'espère que vous ne le regretterez pas trop. Eh bien, moi, je vais vous dire, j'ai été éduqué par ma maman. Mon père est mort avant ma naissance. Ma mère était dans une dèche pas possible. Elle est très, très dure. Et il y a une phrase qu'elle me répétait souvent. Elle disait, Marco, il faut que tu réussisses dans la vie. C'est indispensable. Tu dois réussir dans la vie. Et pour réussir dans la vie, il n'y a pas de mystère. Il faut étudier beaucoup et travailler beaucoup. Est-ce que je suis le seul dans cette salle à avoir entendu cette chanson-là? Non, hein? En revanche, moi j'ai 6 gosses. Le dernier, il a 17 ans. Je raconte ça à mon dernier de 17 ans. Il est mort de rire. Il est juste mort de rire. Et pas par stupidité ou pas par bêtise, non. Il dit, mais attends papa, moi mon problème, c'est pas de réussir dans la vie. Mon problème à moi, c'est de réussir ma vie. Oh oh. Et je pense que dans cette salle, on est beaucoup à avoir envie de réussir notre vie avant de réussir dans la vie, n'est-ce pas? Parce que réussir dans la vie, c'est réussir dans le regard de l'autre. C'est réussir dans l'échelle sociale. C'est réussir dans une norme qui nous est extérieure. Alors que réussir ma vie, c'est moi par rapport à moi. Mais il y a des dangers. Réussir dans la vie, est-ce que ça a n'importe quel prix? Vous avez sûrement connu dans votre vie des gens qui sont prêts à écraser père et mère pour réussir dans la vie et gagner 3 francs 6 sous plus tous les mois. Avec cruauté, avec méchanceté. Mais à l'inverse, réussir ma vie, ça peut être la même chose. Hein. Pour réussir ma vie, j'instrumentalise tout le monde qui est autour de moi, qui par définition est à mon service et dont je juge selon mon bon plaisir.
Dans les deux cas de figure, je pense qu'on est un peu en train de se planter. Du point de vue de la relation à l'autre, du point de vue de la relation à la nature, du point de vue de la relation au cosmos, à tout ce que vous voulez. Donc, moi, je pense que là, il y a en tout cas quelque chose de relativement évident, c'est que nous sommes en train de vivre... Oh là, j'ai fait une bêtise. Nous sommes en train de vivre la dernière rupture, qui est quelque part un passage du réussir dans la vie à réussir ma vie, mais avec deux fois les dangers. Le danger d'écraser l'autre, le danger de refuser la convivialité ou de refuser le fonctionnement avec l'autre. Comment on fait ? Comment on fait pour répondre à ça? Comment on fait pour lever ce défi-là? Je vous propose un dernier mot-clé, c'est le mot spiritualité. Alors, comme je suis en France, et que le mot spiritualité est vite lié à d'autres notions qui tombent dans l'escarcelle d'un mot qui veut dire laïcité, soyons très clairs. Quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religion. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas le respect qu'il faut pour les religions. Là n'est pas le débat. Je vous parle de spiritualité en tant que philosophe et pas en termes de croyances religieuses. La spiritualité, c'est quoi? Qu'est-ce que ça vient foutre dans le débat d'aujourd'hui au sein d'une entreprise comme la vôtre? Oh, c'est simple. En philosophie, on l'appelle spiritualité l'ensemble de toutes les démarches qui permettent de donner du sens et de la valeur à ce que l'on est, à ce que l'on vit, à ce que l'on fait, à ce que l'on devient. Sens et valeur, ça vous va? Donner du sens et de la valeur. Il est bien évident que si le travail que vous faites tous les jours a du sens et vous donne de la valeur, vous vous leverez le matin joyeux. Si le travail que vous faites n'a aucun sens et n'a aucune valeur pour vous, il est bien évident que si vous vous levez le matin, vous ne vous lèverez pas du bon pied. Et c'est comme ça pour tous les êtres humains. Nous cherchons des choses qui nous donnent sens et valeur. Eh bien donc c'est ça la spiritualité, et c'est ça qui débouche quelque part, et là on tombe dans le thème de la RSE de cette semaine, n'est-ce pas ma chère Fabienne? C'est la notion d'éthique. Et je termine presque par ça. On a commencé un peu tard, donc j'ai droit à 4 minutes. C'est de faire la différence entre l'éthique et la morale. Pour moi, c'est très très important. Il faut toujours aller voir l'étymologie. Morale, ça vient du latin mores. Mores, c'est les mœurs. Donc, autrement dit, la morale, c'est l'ensemble des prescriptions normatives qui sont la norme dans une société donnée. C'est donc quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose de collectif. Alors que l'éthique vient du grec ethos, et ethos, ça veut dire le comportement. Ce que moi je fais. Et donc, avoir de l'éthique, c'est me donner des règles de vie qui ne sont pas forcément les règles de la morale alentour. Donc, il faut bien distinguer les deux. Donc, moi, je vous parle d'éthique ici. Une éthique d'entreprise, c'est très important. Surtout avec les générations montantes. Aujourd'hui, il est extrêmement clair qu'un gamin de la génération Y ou de la génération Z, vous ne lui ferez pas faire n'importe quoi. Il faut lui donner du sens et de la valeur. Il va demander pourquoi tu me fais faire ça avant de le faire. Et si vous n'avez pas de réponse, il ne le fera pas. Et s'il sent que ce que vous lui faites faire est contre son éthique à lui, il ne le fera pas non plus. Et il trouvera toujours plein de raisons d'ailleurs pour ne pas faire du tout. Ça, c'est un autre débat. Non, je plaisante. Voilà, on est au bout presque. J'ai encore un élément à vous montrer. Vous vous souvenez de ça? Il n'y a pas une question qui vous brûle les lèvres quand vous voyez ça? Vous n'avez pas envie qu'on mette des dates là-dessus? Ok, on est dans la zone bleue là, mais ça va finir quand ce bordel? Ça vous intéresse ou pas? Oui? Alors, petite précaution oratoire, j'ai évidemment aucune prétention à la précision. Ce sont juste des ordres de grandeur que je vais vous montrer, et le travail a été fait bien sûr avec des historiens. Voilà la réponse. Voilà la réponse. En gros, la grande rupture par rapport à la confiance que l'on avait en la modernité, c'est la guerre 14-18, qui est une boucherie infâme dont on vient de fêter l'armistice il y a 2 jours. C'est une démence absolue, cette guerre. La Première Guerre mondiale, c'est absolument fou. Enfin bon. Donc, perte de confiance. Perte de confiance, mais qui a amené quelque chose de pas mal. Comme on est ici dans le monde de l'assurance, c'est-à-dire à la large majorité féminine, j'en profite pour saluer les femmes. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 14-18? C'est une guerre de conscrits. Tous les gars, ils étaient au front. D'accord? Qui a fait tourner la boutique pendant ce temps-là? Qui a fait tourner les usines? Qui a fait tourner les entreprises? Qui a fait tourner les fermes? C'est vous, hein? C'est vous. Et quand la guerre était terminée et que les pauvres gars qui étaient encore à peu près entiers sont rentrés au bercail, on a dit aux filles, dites, les filles, vous avez été super. D'ailleurs, pour vous récompenser, on va inventer un truc, ça s'appelle la fête des mères.
C'est pas une blague, c'est pas une blague. Oui, parce qu'il fallait repeupler la France, hein, donc il fallait stimuler. Là, c'est pas une blague du tout ce que je vous raconte. Hein. Et donc, les gars sont revenus, et on a dit aux filles, très bien, maintenant vous retournez dans vos pénates, et surtout vous faites beaucoup d'enfants, et les gars vont reprendre leur place. Et les filles, elles ont dit, en bon français, no way. Et ça, c'était quelque chose de colossal, dans la mesure où la distribution des rôles sociétaux était complètement bouleversée avec cette guerre 14-18. On ne fonctionne plus avec les mêmes règles du jeu. Dans les pays anglo-saxons, c'est à ce moment-là que se développe terriblement le mouvement des suffragettes. En France, il y a un magnifique symbole de cette transformation de la femme. Tout début des années 1920, donc tout juste après la guerre, il y a une femme qu'on appelle la garçonne. Vous vous souvenez d'elle ? Hein, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle coupe ses cheveux, elle raccourcit ses robes, elle ne veut plus entendre parler de corset, elle se met à fumer, elle va boire un coup dans les fêtes mondaines, et elle est libre. Attendez, c'est colossal ce qui se passe là. Voilà, donc tout ça pour dire que 1914-1918 a été le point de rupture par rapport à beaucoup de choses fondamentales. On va un peu plus loin maintenant de l'autre côté. Les historiens nous disent qu'il faut un siècle et demi à peu près pour passer de la situation d'équilibre d'avant à la situation d'équilibre après. 150 ans ajoutés à 1914-18, on arrive à 2070. Si c'est 2080, je n'ai pas d'urticaire pour autant. Hein, soyons bien clairs, moi de toute façon je serai mort. Donc problème ne se posera pas. Ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'on est dans l'histoire longue. Ce n'est pas quelque chose qui se règle avec 2 coups de cuillère à peau. Hein? La courbe rouge. La courbe rouge, c'est en fait quelque chose que je dis toujours et qui étonne toujours. Depuis 1914, nous n'avons pas cessé de vivre une guerre mondiale. Je ne sais pas si vous sentez ça. 1914, première guerre mondiale militaire. 1917, le début d'une guerre mondiale idéologique. 1920 en Italie, 1930 en Allemagne, montée des idéologies totalitaristes. Avec la guerre des idéologies encore. Puis ça déboutit à la guerre mondiale numéro 2. Puis tout de suite après, c'est la guerre froide. On a failli y passer 2 ou 3 fois, mais pas loin. Hein. Et puis après, on a changé de registre. C'était plus des guerres militaires, c'est devenu des guerres économiques mondiales. Hein, la guerre des technologies, la guerre des normes. Aujourd'hui, la guerre des marchés d'abord. Et puis aujourd'hui, la guerre des monnaies. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans une guerre mondiale des monnaies terrible. Pour savoir qu'est-ce que va être la monnaie internationale commerciale de référence demain. C'est quelque chose qui a des enjeux incroyables, surtout pour les Américains. Enfin bon, tout ça pour dire que, voilà, on est bien dans un climat de guerre mondiale. Que nous disent encore les historiens ? Les historiens nous disent que la période de grande turbulence, en gros, c'est un demi-siècle. Bon, alors là, je vous passe les détails. Nous, on a été voir ça d'un peu plus près avec d'autres méthodes et on considère que la vraie période de grande turbulence, elle est née au début des années 70. Essayez de vous en souvenir, ceux qui étaient déjà là. La fin de la guerre du Vietnam, la désolidarisation du dollar par rapport à l'or, l'arrivée de l'informatique dans les entreprises, les guerres, pas les guerres, comment appeler ça, les crises pétrolières, 1973, la guerre de Kippour, 1979. En France, Simone Veil, la grande Simone Veil, qui fait passer sa loi sur la libéralisation de l'avortement et de la contraception, avec toutes les conséquences que ça a sur la relation de couple, la relation de famille, la relation à l'enfantement, etc., etc. Donc vous sentez bien qu'il se passe des bricoles pendant cette période-là. Vous ajoutez 50 ans, vous arrivez probablement quelque part au milieu des années 2020. Si c'est 2030, ça va aussi. Hein. Donc on est là dans des ordres de grandeur. Le croisement, ben on est dedans. Là, on est dedans. Moi, je m'attends à beaucoup de grandes bifurcations dans les 2 ans qui viennent. Pour 1 million de raisons. Et je voudrais maintenant terminer. Est-ce que vous écoutez parfois la radio, vous lisez parfois les journaux, vous regardez parfois le 20h? Oui? Normalement, si vous faites ça tous les jours, à 21h tous les soirs, vous êtes bon pour le suicide. Pourquoi? Parce que les médias sont les courroies de transmission entre les institutions de pouvoir et la société civile. Et donc, ils ne vous parlent que de regard du monde, de ces institutions de pouvoir, c'est-à-dire de la grille de lecture de la courbe rouge. Et donc, forcément, il n'y a que des mauvaises nouvelles. On applique au quotidien ce magnifique adage chinois qui dit « Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse ».
Mais la forêt qui pousse, c'est la courbe verte. Les arbres qui tombent, c'est la courbe rouge. Et on n'entend parler que de ça. Avouez, quand vous regardez ce dessin avec les lunettes rouges sur le nez, avouez qu'il y a de quoi être extrêmement optimiste quant à l'avenir du pessimisme, non? C'est pas de ça que vous entendez parler tous les jours? Maintenant, moi, je vous propose quelque chose. Enlevez votre lunette rouge et mettez votre lunette verte. Regardez le même dessin, j'ai rien changé. Regardez-le bien, ce dessin-là. Mais avec la grille de lecture de la courbe verte que je viens de vous proposer. Ça arrive une fois tous les 550 ans, et ça tombe sur nous. Elle est pas belle, la vie? C'est pas génial? Tous les 550 ans, on a la possibilité de réinventer le monde, de revisiter tous les métiers, de revisiter toutes les pratiques. Il ne faut pas réinventer l'éducation nationale, il ne faut pas réinventer la politique et sortir de la démagogie dégoulinante actuelle. Il ne faut pas réinventer le vivre ensemble, il ne faut pas réinventer le respect mutuel, il ne faut pas réinventer la simple courtoisie. Non? Ben vous êtes en train de le faire tous les jours. Vous réinventez l'entreprise avec April. Vous réinventez le management chez April. Vous réinventez la connexion au monde avec la journée de la RSE. Vous y êtes ou pas? Vous êtes en train de réinventer le monde et personne ne le fera à votre place. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne comptez pas sur les institutions de pouvoir de la courbe rouge pour vous aider à construire le monde de vos enfants. Ils en ont rien à foutre. Leur seul problème à eux, c'est de maintenir en état de marche leur fonds de commerce. Point à la ligne. Donc, vous êtes en même temps devant un incroyable appel à la créativité, mais aussi un incroyable appel à la responsabilité. Ce que vous ne faites pas chacun dans votre monde, personne ne le fera à votre place. Bon, ben moi je voudrais vous proposer ma dernière photo, qui est une photo qui a été prise à Londres. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les Anglais ont une mauvaise habitude. Chaque fois qu'ils écrivent quelque chose, c'est en anglais. Donc c'est en anglais. Sorry for the inconvenience, we're trying to change the world. Désolé pour le dérangement, on est juste en train de réinventer le monde. C'est ce que vous faites tous les jours. Et mes petits-enfants, surtout Charlie qui est né cette nuit, eh ben, ils vous remercient du fond du cœur. Un grand merci. On a 5 minutes de questions. Je pense que vous en avez sans doute avant la conclusion de Bruno. Donc, allez-y. Qui veut poser la première question? Je suis au fond, oui. C'est la première qui est la plus dure. Après, ça va être tout seul. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Ce système de croisement de courbes est identique, quel que soit le pays, ou il y a des particularités locales? Ce dessin montre extrêmement clairement la grande lâcheté d'un prospectiviste. Plutôt que de mettre deux courbes bien linéaires qui se croisent en un point, on a pris des couloirs qui permettent d'avoir des marges d'erreur. Plus sérieusement, cette transformation, cette mutation concerne le monde entier. Aujourd'hui, le système socio-économique humain, il est unitaire. La mondialisation est faite, enfin, en tout cas la globalisation est faite. En revanche, il est extrêmement clair que les choses ne se passent pas de la même manière partout au même moment. Et que si on regarde par exemple en Europe, on se dit ben, le passage aux technologies numériques, on est déjà très très bien avancé. En revanche, le passage de l'économie financiero-industrielle à l'économie néo-artisanale, si vous voulez appeler ça comme ça, hein, on est très en retard. Alors qu'il y a d'autres endroits dans le monde où les petites PME effervescentes, il y en a plein qui sortent de partout. Voilà. Donc, en fonction de ce qu'on regarde et de où on regarde, ça ne se passe pas en même temps. Cela dit, on est quand même dans un mouchoir de poche. Je veux dire par là que dès que quelque chose se passe quelque part, par contagion, ça se propage relativement vite un peu partout. Hein. Donc, voilà. Je crois que j'ai répondu à votre question. Voilà. Merci. Donc on a vu qu'on a passé 5 grands cycles, on a déjà passé 5 grands cycles, et qu'a priori la courbe rouge essaye de résister face à la courbe verte montante, oui. Avec justement je sais pas, l'évolution des technologies ou la possibilité donc, pour les institutions de pouvoir de mieux résister
Est-ce que justement cette période de transition ne risque-t-elle pas d'être plus longue, plus difficile que pour les cycles précédents? Alors, c'est un truc qu'on a regardé de près. Parce qu'évidemment, l'histoire ne se reproduisant jamais telle qu'on pourrait l'espérer, il faut voir quelles sont les variantes possibles, et donc on a regardé des tas de scénarios possibles. Alors d'un côté, il y a des scénarios où on se dit on est dans une logique de bois de rallonge. Hein, aux États-Unis, ce qu'on appelle les quantitative easings, hein, c'est de l'émission de monnaie en fait, qui est adossée sur rien du point de vue économique, mais qui permet de faire semblant qu'on peut continuer comme avant. Mais ça, typiquement, c'est du bois de rallonge qui retarde l'échéance jusqu'au moment où on ne pourra plus. Mais enfin, ça peut durer pendant un bout de temps quand même. Donc, oui. Les technologies, l'intelligence du système et les moyens disponibles sont tels que la courbe rouge peut mettre en place des bois de rallonge et donc nous empêcher de créer notre monde de demain pour nos enfants. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais on peut dire exactement l'inverse. À savoir que l'effet d'amplification, notamment liés à la toile, mais pas seulement, hein, les effets d'amplification sont tels qu'un tout petit phénomène peut faire un effet papillon très vite et peut faire exploser le système alors que personne ne s'y attend, et ça en 3 jours. Tu vois? Donc, voilà, on est quelque part entre les deux. Donc, on voit bien que les deux scénarios sont bien connus de la part des dirigeants, qui à la fois maîtrisent bien les bois de rallonge, mais sont extrêmement vigilants à désamorcer tant qu'ils le peuvent les mouvements qui pourraient faire boule de neige. Regarde, enfin, moi je tutoie toujours trop vite, je sais, mais bon, c'est comme ça. Dans ma langue maternelle, le vous n'existe pas. Alors, c'est comme ça. Le problème de la Catalogne, ça c'est extraordinairement clair. Ça. La Catalogne, c'est quoi? C'est un des éléments indispensables pour passer de l'Europe des nations à l'Europe des régions, qui est inéluctable pour des tas de raisons. Vous avez bien compris que l'État espagnol n'a pas du tout envie de jouer le jeu de la courbe verte. Hein. Et si c'était en France que l'Alsace, ou que la Bretagne, ou que la Corse, ou que le Pays Basque en arrivait à avoir les mêmes gens, ou les Vendéens, mes amis vendéens, en arrivaient à avoir le même genre d'idée que la Catalogne. Attends, je pense que à Paris, la philosophie jacobine triompherait, hein, à coup de matraque s'il le faut. Donc on est bien là voilà, c'est exemplaire ce truc-là. C'est pour ça qu'il faut bien regarder ce qui va se passer en Catalogne. Comme il faut bien regarder ce qui se passe en Belgique aussi. Le petit pays qu'on oublie là en haut. Mais c'est un petit pays curieux, hein, dans la mesure où il y a 2 communautés qui peuvent plus se piffer, qui ont plus la même histoire, qui ont plus du tout la même économie, qui ont plus rien à se dire, mais on garde plus ou moins ensemble parce qu'il y a un comique qu'on appelle un roi qui est commun aux 2. Mais ça peut pas durer pendant 1000 ans ce truc-là. Hein, donc voilà, je crois qu'il faut regarder ça de près. Ce sont, je crois, des beaux laboratoires du conflit entre courbe rouge et courbe verte. Votre idée d'une Europe par région, ça serait quoi alors? Un mode de fonctionnement. Oui. Ah ben, ça veut dire que le niveau national, aujourd'hui déjà, le niveau national a été vidé de la grande majorité de ses pouvoirs de décision. Il y a beaucoup de choses qui se font du côté fédéral, au niveau de l'Union européenne, et il y a de plus en plus de choses qui sont évacuées vers les régions, sans donner aux régions les moyens financiers de le faire d'ailleurs. Hein, vous avez bien compris l'astuce. Ce qui ne veut pas dire du tout que la France avec un F majuscule doit disparaître. Entendons-nous bien là-dessus. Donc moi je pense que ce qui va se passer, c'est que tout ce qui est socio-économique va être très fort régionalisé ou continentalisé, et pas seulement en Europe. En revanche, tout ce qui est culturel, tout ce qui est historique, tout ce qui est la mémoire commune, tout ce qui fait que la France est la France et pas un autre pays, ça va devoir être préservé par une instance nationale. Hein, donc il faudra bien distinguer, je pense, les deux, le socio-économique d'une part, le culturel d'autre part. Mais moi je pense que l'urgence, elle est au niveau socio-culturel, hein, socio-économique aujourd'hui. Hein. Regardez ce qui se passe en Bretagne avec l'agriculture bretonne. C'est aussi symptomatique, ça, de la rupture radicale. L'État français a fait tout ce qu'il fallait pour cantonner la Bretagne dans un type d'agriculture extrêmement spécialisé et intensif. Et les Bretons, aujourd'hui, ils sont morts, quoi. Ils sont au couteau sur la gorge. Ils disent « Attends, on ne peut pas continuer comme ça. Hein, » Donc je crois que, voilà.
Bien, grand merci d'avoir partagé en tout cas votre vision du monde avec nous. Je vais laisser le mot de la fin à Bruno. Merci beaucoup. Bon, on a pu apprécier la clarté du propos et puis aussi la vision prospective, hein, qui est très intéressante et puis qui donne envie pour l'avenir, hein, donc c'est quand même important. Puis je pense qu'il y a un certain nombre de propos qui résonnent par rapport à notre culture chez April, hein, notamment les modes de management. Là, je pensais aux aspects sociologiques, puisque on pousse nos dirigeants à travailler beaucoup plus en réseau qu'en mode hiérarchique, hein, pyramidal. Voilà, donc un grand merci pour ça. Et puis ce que je voulais dire également, c'est que Marc, dans une partie de sa vie, a été manager de transition, et dans ses expériences de manager de transition, il a redressé une compagnie d'assurance en Belgique, au début des années 90, hein, c'est ça, voilà, avec succès, et une compagnie qui a été revendue, je crois que c'était à Winterthur, voilà, bon. Voilà, donc il connaît un petit peu l'assurance, on a eu l'occasion d'évoquer ça tout à l'heure. Donc vraiment un très grand merci, et puis aussi je remercie les organisateurs de cette manifestation. Voilà, en tout cas ça va nous nourrir tous, voilà, sur les 5 ruptures, donc c'est très clair, très éclairant, et je pense que ça va beaucoup nous aider à réfléchir. Donc on va un peu moins regarder la télé, un peu moins regarder les journaux, voilà, pour garder notre optimisme naturel. Voilà, merci beaucoup Marc. Hein. Allez, bonne journée.